I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Nayeli qui est avec moi dans notre émission I Feel Good Chronique Akashique. Et je suis heureuse d'accueillir Nayeli parce que j'ai découvert avec elle une technique de respiration, des techniques différentes de respiration. Et je trouve qu'elle mène ça avec beaucoup de douceur et j'avais envie qu'elle nous parle un peu de son parcours. Bonjour Nayeli. Bonjour Armelle, merci tout d'abord pour cet espace, pour ce temps, pour ces énergies. Et me voilà pour en parler un peu de mon parcours, de la pratique, le breathwork. Oui. Donc, très contente d'être ici. Merci. Du coup, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles justement de ton parcours. Tu m'as raconté tout à l'heure plein de choses hyper intéressantes et déjà, tu es franco-mexicaine. Oui, voilà. Et tu as voyagé dans différents endroits et tu viens en France. Tu vis en France depuis 2 ans, c'est ça ? Oui, c'est la 2e année. Ok, alors raconte-nous un peu ce cheminement-là qui t'amène jusqu'à Montpellier, jusqu'à la France. D'accord. Bon, Par où commencer ? Voilà. Franco-mexicaine, comme Armelle l'a déjà dit. Je suis née en France, mais j'avais pas eu l'occasion de vivre en France depuis que j'avais 2 ans, 1 an et demi, je crois. Mes parents ont parti au Mexique pour le travail, donc j'ai grandi à la ville de Mexico, mais aussi à Oaxaca, donc c'est un état du sud du Mexique. Ma mère, elle est originaire de Oaxaca. Et depuis très petite, j'étais très connectée avec plein de couleurs, les artisans, les artisanes, et ça m'a quand même marquée. Là, je le vois davantage, cette sensibilité, cette créativité, et je la retrouve dans les couleurs de Oaxaca, si jamais vous avez l'occasion de visiter. Non, moi j'aimerais bien y aller. Oui, vous pourrez expérimenter par vous-même ce que cette magie, elle est dans les rues, dans les mercados, on appelle ça, les petits marchés. Bon, les petits, ils peuvent être aussi grands. Oui. Et voilà, donc j'allais 2-3 fois par année, depuis que j'ai mémoire. Et voilà, je pense que ça a beaucoup marqué ma sensibilité comme personne et cette profondeur que je retrouve dans ma vie, etc. D'accord, donc tu es très attirée par l'artisanat mexicain, oui. En fait, c'est ça qui te touche depuis que tu es petite. Oui, totalement. Et mon père, en étant lui français, ma mère est mexicaine, et je voyais en lui ce grand intérêt par l'art, par l'artisanat du Mexique. Et je pense que ça a amplifié ce goût pour la culture, etc. Bon. Et après, j'ai décidé de faire des études en design. Donc, c'est le design de l'environnement au Québec, à Montréal. Oui. Une très belle partie de ma vie, presque 5 ans. Alors, voilà. ça me questionne beaucoup, Nayeli, que tu nous expliques ce que c'est le design de l'environnement. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? En fait, c'est un terme que c'est pas évident à expliquer parce qu'on l'écoute pas assez souvent. C'est un concept qui est assez récent. Oui. Et qui correspond à quelle demande, en fait ? Voilà, très bonne question. Je pense que c'est la bonne question pour définir le terme. En fait, le design de l'environnement vise à amener des solutions, si possible, au contexte actuel contemporain, à travers le design d'objets, donc industriel, ça peut être un meuble, etc., qui peut passer par le côté écologique. Donc, comment faire des meubles écologiques dans cette époque post... tout ça. Post-crise. Voilà. Aussi... Enfin, on est en plein dedans, mais bon. Oui. Justement, on doit amener une réponse écologique à ce qui se passe. Exactement. Effectivement.
Donc cette licence ou cette bachelor, il cherche justement à trouver des réponses aussi au niveau architectural qui sont en lien avec les besoins des humains en ce moment et pas il y a 100 ans, 20 ans. Et donc, avec le contexte environnemental, social, politique de chaque endroit, ça va changer. Et il y a aussi le côté ville, parce qu'on interagit tout le temps avec le design sans le savoir. On a une lampe, je suis assise dans un futon, une chaise, etc. Et après, on a le côté architecture. On est souvent dans des espaces qui sont conçus d'une façon ou d'une autre. Quand j'ai commencé mes études, on nous disait chaque fois que vous marchez dans les rues, regardez quel est le matériel, comment c'est construit, les détails. Et je sens que souvent, dans cette vie de stress ou d'aller plus vite, on oublie les détails, même les détails d'où on est actuellement dans la chambre de notre maison. C'est ça. Et bon, là, je trouve aussi c'est intéressant parce que c'est nous ramener à un moment présent et ralentir et dire tiens, c'est intéressant, là, il y a un petit détail, je n'avais pas vu. Et de l'autre côté, les designers ou architectes, il y a toute une démarche derrière de pourquoi c'est là, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est purement esthétique. Bon. Ou est-ce que c'est écologique ? Ou est-ce que c'est écologique aussi, le type de matériel. Comment ça rentre dans l'environnement ? Voilà. Et la dernière échelle de design de l'environnement, c'est la ville. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de travailler le plus. Par la suite, j'ai fait de la permaculture. Donc, on travaillait dans des écoles à Montréal pour faire des aménagements paysagers au sein des écoles, dans les cours intérieurs. Et c'est les enfants qui nous donnaient les idées. Et nous, comme designers, on était plusieurs coordinateurs, coordinatrices. On leur donnait les outils pour créer, pour des outils créatifs, des outils de design qu'on utilise dans un processus de création normal. Mais c'était très, je sais pas le mot en français, mais empower. Ça leur donnait une reconnaissance, un certain pouvoir de dire c'est mon idée, je la vois dans ma cour d'école. Et on faisait le lien avec l'agriculture urbaine. Donc on crée par exemple des modules de couleurs en bois et où ils pouvaient sauter, être là pour le goûter. Mais on intégrait une partie végétale. Et c'est eux qui avaient planté, qui avaient vu grandir chaque petite plante pour à la fin la mettre dans le mobilier qui eux avaient imaginé. Donc ça c'est pour voir jusqu'à quel point le design de l'environnement peut s'inscrire dans toutes les étapes du quotidien en fait, aussi. Finalement quelque part. Oui, et que ça a eu un impact même dans les enfants. Et ils me disaient à la fin, parce qu'on passait aussi par des ateliers de conscience niveau environnement. Et à la fin, ils me disaient on n'utilise plus de sacs en plastique. J'ai dit à ma mère, et c'est des enfants de 5-6 ans, et voir que ça crée quelque chose de positif dans leur communauté, c'était très, très beau à vivre. Ok, donc c'est 3 niveaux, c'est l'objet, le bâtiment, l'architecture, et après la ville. Et finalement, tout fait partie du même univers, à petite, moyenne et grande échelle. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, l'idée, c'était de pouvoir contribuer à la vie des gens, de base, quand j'ai choisi cette carrière. Et après, je me suis dit, peut-être qu'il y a des façons plus douces et plus proches d'être avec les gens, dont l'envie de partager, voilà. Ouais. Et c'est là où, quelques années plus tard, le breathwork est venu cogner dans ta vie la porte, voilà. Pour t'apporter un nouveau souffle. Aussi, totalement. Oui. Donc, breathwork en français. Voilà. Comment t'expliquerais ça ? Parce que c'est vrai que du coup, c'est un mot qui porte beaucoup de choses en anglais. Je suis pas sûre qu'en France, ce soit vraiment très compréhensible ou très accessible de dire je propose du breathwork. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai du mal quand ils me disent mais qu'est-ce que tu fais ? Du breathwork. Et là, il y a l'explication qui vient.
Mais c'est quoi? C'est l'art de respirer? Voilà, c'est le travail de la respiration. Ouais. Si on le coupe breath et work, bon, le travail à travers la respiration. Et bon, qui mène aussi à un travail intérieur, et pas justement physique, mais ça peut être émotionnel ou mental. Tu as remarqué ça, toi? Dans ma pratique, oui. Oui. Qu'est-ce que ça t'a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a bouleversé, transformé? Je pense que le fait de m'asseoir et me respirer, de m'asseoir juste pour être consciente de ma respiration, ça m'a amené à des espaces que j'y vais pas souvent dans la routine quotidienne. Parce que il faut faire ça, il faut faire ci, ok, il faut aller là. Et si je m'assois, je peux écouter. D'accord, juste prendre un temps pour se poser. Se poser. Ne rien faire de particulier, juste respirer. Voilà. Déjà, à la base, c'est ça. Totalement. Et revenir à notre corps. Et aussi l'impact sur mon système nerveux. Ok. Je me sentais plus détendue, plus d'espace aussi dans mon corps. Et plus de concentration. Donc je respirais et bon, ok. Et je continue, mais avec une pensée plus claire, plus d'espace pour mes idées et pas... Des fois, on a un mélange, une soupe de lettres dans notre tête. Pas mal, ça. Et avec la respiration, ça m'a beaucoup aidée, mais aussi à me rendre compte de certains sujets à moi que j'étais pas consciente. Et c'est à travers la respiration et de cette intimité avec moi-même et mon corps que j'ai réalisé. Et bon, après, j'ai fait les changements nécessaires, non, par rapport à certaines pensées ou croyances que j'avais. Et j'étais tellement surprise que la respiration pouvait m'ouvrir cette porte. Et qu'il fallait pas... par exemple, j'ai fait des retraites et certaines fois, elles sont très très fortes. Et souvent, par une prise de respiration, on peut arriver à une prise de conscience douce. Et pas forcément dans le bouger tout à l'intérieur et dans cette intensité. Comment ça se passe, par exemple, 1 heure de breathwork avec toi? Comment... Est-ce qu'il y a un protocole particulier? Parce que respirer, a priori, tout le monde sait le faire. Et en réalité... ce travail demande quand même une certaine connaissance de différentes formes de techniques de respiration qui vont apporter peut-être des choses différentes. Oui, absolument. 1 heure en pratique avec moi, de ce que moi je propose. Oui. J'aime bien atterrir à travers le corps, bien rentrer dans une zone de sécurité pour les personnes. Quand on rentre en salle, par exemple, on fait des mouvements, on échauffe le corps pour lui dire aussi, on se prépare pour quelque chose. Et pas arriver du travail et on va respirer, sinon on est bien, on est en sécurité. Et envoyer ce message positif au corps, qu'on va être présente pendant 1 heure à nous respirer. Bon, c'est pas 1 heure de respiration, mais d'être là. Et après, on a la partie des techniques de respiration. Et c'est sûr, il y a des techniques qui vont ouvrir le cœur. Là, ça m'a même craqué ici. Ouvrir le cœur. Il y a des techniques qui font ouvrir le cœur, mais qui vont activer le corps et le cœur. Donc, le cœur, tu veux dire l'organe? L'organe. Oui, l'organe. Et métaphoriquement aussi, ça pourrait être... Enfin, les émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent surgir pendant la respiration, parce qu'on a des blocages physiques et émotionnels. Donc, voilà. Donc, on va soit activer le corps, soit aller dans un espace plus détente, de tranquillité. Mais dans mes séances, j'essaye toujours d'avoir une activation pour aller plus loin, pour vraiment laisser les couches qu'on a dehors et pouvoir accéder à cette tranquillité en vivant nos tensions, en vivant ce qui nous habite. Et après, on le laisse partir. Donc, voilà. Donc, ça permet de libérer, d'évacuer des choses pour retrouver la tranquillité. Oui. C'est ça? Oui. Oui, en général, les gens sortent très détendus
mais on a passé par des techniques qui peuvent être intenses, pas tout le temps, justement pour sortir tout. S'il y a de l'estress, s'il y a des émotions qui sont là de la semaine, de la fatigue, on va les sortir à travers le souffle, plutôt avec l'expiration. Et après, on va aller dans la détente et les gens repartent plus légers. C'est ça le but. Il y a des intentions particulières, par exemple, tu disais à l'expire, on va évacuer. Est-ce qu'il y a des techniques qui ont des intentions particulières d'après toi, ou qui vont faire travailler plus certains organes comme le cœur, ou qui vont faire plus travailler je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des intentions où on va se dire tiens, on va faire tel type, telle technique de respiration parce que là on veut travailler sur telle émotion, ou pas du tout, ou c'est... Oui, ça peut, pas exactement sur chaque émotion, mais il y a des techniques qui sont beaucoup plus dynamiques, plus intenses, où on bouge vraiment le corps, les bras, pour créer cette énergie qui est en nous et qui peut-être elle est stagnée ou bloquée par d'autres émotions. Et d'autres qui sont un peu plus dans la lignée de lâcher les émotions. Il y a une où on va juste lâcher ce qui est là. Et chacun a son rythme. Il n'y a pas une façon exacte ou un son exact quand on fait l'expiration, mais je leur propose toujours d'aller à son rythme, d'écouter son corps, c'est ça le plus important, et de prendre plaisir à se respirer. Après, il y a certaines techniques qui vont justement, l'expiration est plus longue, donc ça va aider au système parasympathique de se relaxer, d'entrer dans un état de calme, de méditation. Et bon, c'est plutôt à la fin que je fais ça, pour bien fermer. Mais oui, elles peuvent être intentionnées, pas au détail, mais c'est plutôt quelque chose de général. Activer, calmer, relaxer, détendre ou libérer. Mais il n'y aura pas par émotion. Peut-être ça ne marcherait pas comme ça. Je sens qu'il y a beaucoup de connaissances ancestrales qui, à l'ordre du jour, peuvent nous ramener beaucoup de bien, de soulagement. Oui. J'ai fait aussi de la respiration holotropique, du rebirth. Aussi. Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu proposes ? Oui, totalement. On a une technique qu'on appelle the strong yogic breath, donc si on le traduit, la respiration intense yogique, qui va de l'abdomen, cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et après, on a une inspiration où on lâche, et qui est très très similaire au Rebirth ou au Wim Hof aussi, qui s'utilise plus pour les douches froides. Et on les travaille. Dans un autre endroit, je fais une séance par mois, parce qu'elles peuvent être très intenses et peuvent réveiller beaucoup d'émotions. Et c'est pas évident si les gens sont pas habitués à même les sensations physiques, parce que après certaines respirations, on commence à avoir des picotements dans le visage, dans les mains, on commence à transpirer, donc on peut rentrer. Ça peut tétaniser un peu parfois aussi. Aussi, oui, et ça peut être. Comment c'est fait. Ouais, ça peut être angoissant. Oh, ouais. Donc pour l'instant. Je les mets pas trop à disposition, d'accord. Mais c'est possible de les faire. Okay. Quand j'ai déjà des clientes qui ont une pratique régulière, qui savent déjà, qui connaissent les sensations, qui sont beaucoup plus à l'aise, oui. Là on va aller chercher l'autre bout et traverser c'est une expérience forte intérieure. Mais oui, ça rentre totalement dans le breathwork. On a à l'intérieur du breathwork, les techniques contemporaines, donc dont on vient de parler, Rebirth, Wim Hof et d'autres, ou le Cosmic Breathing, et les pranayamas qui viennent du yoga. Donc c'est vraiment, elles viennent, le breathwork vient regrouper toutes les techniques pour les mettre à disposition. Donc à chaque séance de breathwork, ici à l'espace akashique, je fais une séance différente à la dernière. On va explorer une autre respiration pour explorer le corps, notre corps à travers le système respiratoire et les effets, parce que ça va changer d'une respiration à une autre. Donc elle va être jamais la même. Combien de techniques différentes tu peux proposer ? C'est intéressant. Je dirais autour de
15. Ah ouais. Oui, en général. Enfin, je connais pas toutes. Il y a une 50aine en général. Ah oui. Mais moi, dans la formation que j'ai fait, on nous a proposé de 15-20 techniques. Et aussi, j'essaye de, moi, les maîtriser. D'abord, avant de les partager, de les rendre... Donc, tu en travailles en permanence pour expérimenter des nouvelles techniques, etc. Oui, aussi. Parce que c'est vrai que y a plein de choses qu'on connaît ou intuitivement, où on a entendu parler, comme la technique de respiration en carré. Oui, aussi. Qu'on utilise beaucoup dans le yoga, ou Totalement. la cohérence cardiaque, en fait, c'est une technique de respiration. Oui, et elles font partie du breathwork. D'accord. Oui. Okay. Donc ça rassemble en fait toutes ces différentes techniques et origines de pratique. Exactement. Exactement, les différentes origines. Et justement, en parlant d'origine, je me disais, mais peut-être qu'au Mexique, il y a des respirations. Mais carrément. J'ai pas encore trouvé quelque chose exactement, mais par exemple, quand on fait les temazcal, c'est les maisons je sais pas, ici, du sudation. Oui, de sudation. De sudation. Ouais. C'est comme des igloos en terre ou avec des plantes médicinales. Oui. Beaucoup de vapeur. Donc, il y a une certaine respiration pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Ça peut durer 1, 2, 3 heures. Donc, à un moment donné, il faut respirer d'une certaine façon. Mais en dehors de ça, je veux trouver quelque chose. Oui, mais tu vas trouver, c'est sûr, c'est sûr. Et après pouvoir le partager avec vous. Au Mexique, quand même, il y a une culture qui est riche aussi, ancestrale. Hein, oui, donc, oui, totalement. Donc c'est chouette que tu puisses aller puiser là-dedans. Hein. Oui, j'ai trop hâte. Ouais. J'irai voir l'été au Mexique, voir qu'est-ce que je trouve. Ouais. J'espère que tu nous reviendras pour nous partager tout ça. Totalement, moi aussi. J'avais d'autres questions, en fait, Nayeli, parce que tu nous en as pas trop parlé, mais je sais que ça fait partie de ton parcours où tu as beaucoup questionné le lien à la terre, le lien entre la terre et le vivant, la permaculture, le lien entre l'humain et la nature, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'explorer ça ? Oui, en fait... Beaucoup de choses merveilleuses, je dirais, pour mon parcours personnel. Et là, quand je le vois, je vois aussi que je peux l'appliquer dans les séances, dans les interactions avec les personnes dans ma vie courante. Et quand j'ai fait cette formation, c'était au Québec. Et je me rappelle, je sortais du design de l'environnement où tout devait être carré, au millimètre près, les plans, travailler sur l'ordi jusqu'à 6h du matin. Et là, j'ai trouvé dans cet espace-là une bienveillance, une connexion aux autres et à la terre. Et je pense que tout est lié. Et avec eux-mêmes aussi, les gens qui faisaient le cours, les profs aussi. Et j'étais très très choquée parce que je venais d'un milieu compétitif où le design est le meilleur projet on est à l'écoute pour toi, qu'est-ce que tu as besoin, et ça m'a bouleversée complètement et on le voit aussi dans les sciences, qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour pouvoir soutenir les gens, quelle énergie j'ai besoin, quelle énergie ils ont besoin pour je sais pas. Et le lien avec la terre aussi, si je vois que, je sais pas, ma tomate, elle va pas bien, quels sont ses besoins, quels sont les nutriments dont elle a besoin, le soleil, est-ce qu'elle est bien placée, elle a suffisamment d'eau. Et faire les liens avec la terre et l'humain, ça m'a permis d'aller plus loin dans mes relations, ma relation avec moi-même aussi. De voir, ça m'avait beaucoup marqué, et il parlait du climat et des microclimats qu'on a dans un seul terrain. Et il disait, bon, vous allez marcher pieds nus, yeux fermés, avec pull, sans pull, dans tout le terrain, et voir les microclimats dans un même terrain. Et on a fait cette expérience, et on était surpris parce qu'il y avait des endroits qui étaient beaucoup plus humides, plus sèches, où il y avait le soleil, où il n'y avait pas de soleil, où il y avait des arbres. Donc ça changeait. Et justement, on parlait des micro-univers et dans les macro-univers. Et c'est ça. Et si on fait le parallélisme avec l'humain,
On a parfois des microclimats internes. On peut être très content parce que le projet il va aboutir, mais en même temps on est, je sais pas, un peu nostalgique, mélancolique parce qu'il y a une étape qui vient de, je sais pas. Et ça m'a permis de me connecter davantage avec la nature, avec le vivant extérieur, et renouer avec mon vivant intérieur et dire c'est normal. Enfin, tout peut être possible dans ce terrain, le terrain fertile intérieur, et comment le rendre aussi plus fertile, comme une terre, comme un pot où on va avoir une plante. Tout ça un peu pour résumer l'aventure avec la permaculture et l'humain. Et donc la respiration, ça permet d'améliorer ce terrain, j'imagine. Totalement. Ce terrain intérieur. Oui, et être en une meilleure disposition pour moi et pour les autres. Je trouve ça très, très important. Mais est-ce que être conscient de son souffle, de sa respiration, c'est pas être plus conscient de sa vie, en fait? Oui, totalement. Je trouve qu'il y a... Finalement, on peut ne pas manger pendant 3 jours, faire un jeûne de X jours, ou pas boire d'eau pendant 2-3 jours. Le corps, il résiste, mais si on arrête de respirer, on meurt. C'est ça, c'est la vie. C'est la vie. Donc il y avait quelque chose en ça qui m'était fort. Je me dis, waouh, on a tellement de pouvoir dans notre respiration, mais on n'est pas consciente de ce qu'il peut nous offrir. En fait, il y a même dans les textes védiques beaucoup d'informations sur que c'était pas juste un exercice physique, mais de connexion avec soi et avec, si on veut l'appeler l'univers, le cosmos, quelque chose de plus... Qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Et c'est ça, donc très, très beau. Pour moi, c'est beau de respirer. Merci. En tout cas, merci pour cette proposition. On peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Nayeli, si on veut avoir un peu plus d'infos, parce que tu interviens dans le monde entier, n'est-ce pas? Tout à fait. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Bi Breathwork, donc B-I, très bas Breathwork. Donc, Bi, ça vient du zapotèque, donc c'est un dialecte mexicain, juste pour petite histoire du nom du projet. Okay. Et ça veut dire souffle, vent, air. Et j'ai trouvé ça intéressant et facile à dire, donc Bi. Okay. Et là, je mets d'informations, je vais davantage mettre des vidéos pour expliquer certaines techniques. Super. Mais voilà. Super. Merci beaucoup pour tout ça, Nayeli. Merci à toi, Armelle. À bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.